Je suis Yves Barral, je suis biologiste, mais en même temps, je me suis toujours intéressé plus à des questions de philosophie. Je crois qu'à un certain moment, j'avais plus envie d'être philosophe que biologiste. Et qu'en même temps, j'avais envie de garder un pied très clair en sciences. La physique et les mathématiques m'ont toujours passionné. Et en fait, le jour où je crois que j'ai choisi la biologie, c'est parce que j'ai eu le sentiment que la biologie était la science qui était la plus proche de la philosophie, au sens où c'est celle qui est la plus proche, bien évidemment, de la vie, mais aussi qui est la plus proche de questions très ambiguës, où on peut... ce qui m'a toujours fasciné, par exemple, c'est que quand j'étais à l'école, on se posait des questions de savoir si un champignon c'était un animal ou une plante, et qu'il y avait toujours ces questions qui étaient pas claires, et donc c'est un terrain qui est plein de croisements, de différents terrains qui se fertilisent les uns les autres, qui se fécondent les uns les autres. Et donc c'est un terrain qui est le terrain formidable pour la diversité. Et alors une chose qui m'a particulièrement ensuite passionné, c'est de savoir comment en fait ce qui est remarquable chez l'être vivant, c'est une dimension qui m'est de plus en plus évidente, mais qui était dès le début quelque chose de remarquable, c'est à quel point les êtres vivants sont libres. Comment la vie, c'est quelque chose qui invente de la liberté. Par exemple, je dis souvent à mes étudiants, la physique, c'est ce qui nous apprend comment un couteau tombe, si on le lâche, comment un caillou tombe si on le lâche, alors que la bio, c'est ce qui essaye de comprendre comment les oiseaux peuvent voler, en utilisant toujours la même gravité, mais en sachant l'utiliser de façon à contre-courant. Et donc à inventer des libertés en allant à contre-courant. Pour moi, c'est un peu ça la biologie, c'est comment la biologie, le vivant, sait utiliser tout ce qui est à sa disposition pour en faire autre chose. L'axe de recherche sur lequel on se focalise avec mes collaborateurs dans mon laboratoire, je suis professeur à l'école polytechnique de Zurich en Suisse. Ce sur quoi on se concentre, c'est en utilisant un modèle très très simple dont on aurait peu attendu autant de choses. Ça s'appelle la levure de bière, dont on connaît tous. On l'utilise pour faire du vin, de la bière et du pain. La levure de bière pour essayer de comprendre quels sont les degrés de liberté qu'un organisme aussi simple peut avoir et à quel point il peut utiliser son génome, non pas pour faire des choses très préstructurées, mais en fait pour explorer le monde et pour explorer son propre potentiel. Et cette recherche en même temps s'est articulée autour d'une question qui pour moi était une curiosité dès très tôt. Le jour où j'ai réalisé qu'à la naissance on commençait à vieillir, essayer de comprendre qu'un jour il m'est apparu en fait qu'il y a peut-être un lien très étroit entre le fait de vieillir et cette liberté. C'est-à-dire que cette liberté est un peu basée sur le fait qu'on est baigné dans un monde dont on prend tout, on perçoit tout, on s'imbibe de tout ce qui nous entoure pour mieux comprendre notre monde, pour mieux l'utiliser, pour mieux s'y adapter, pour mieux en faire autre chose aussi. Et en même temps, ce monde, en nous remplissant, peut-être il aboutit au fait que cette expérience s'accumulant, la mémoire s'accumulant, on commence à incorporer des choses qui deviennent irréversibles, qui nous marquent, qui nous font nous. Et donc devenir un individu qui fait des choix, qui pétrit de connaissances, mais de choix aussi, nous individualise. Et en fait, peut-être que c'est à force de s'individualiser qu'on vieillit et qu'on devient un être qui finalement a fait des choix. C'est ça qui nous fait nous. Mais ces choix, c'est aussi ce qui peut-être nous empêche de toujours recommencer des novo, recommencer de zéro et d'être toujours jeune. Donc c'est un peu la recherche qu'on fait, elle s'articule un peu dans cette tension qu'il y a entre la capacité du vivant à être très inventif et cette observation dont on est tous malheureux, qui est qu'en même temps on vieillit
et que peut-être la consolation, c'est que ce vieillissement, en fait, c'est le prix qu'on paye de la capacité d'être nous, de s'individualiser. Et ça, ce serait vrai aussi bien pour une cellule de levure, pour une bactérie dans la mare, là, que pour nous, êtres humains, et peut-être même que pour les sociétés, que ce soit des sociétés humaines ou animales, ou autres. C'est le prix qu'on paye de notre capacité à s'individualiser. Donc peut-être que si on ne pouvait pas s'individualiser, si on ne pouvait pas apprendre, si on ne pouvait pas se souvenir, si on ne pouvait pas s'adapter et faire des choix, et si on n'avait pas cette liberté, on ne vieillirait pas. Mais que peut-être c'est parce que justement on a cette liberté que le prix qu'on paye c'est de vieillir. Donc c'est un peu ça les idées qui nous guident. Et donc on essaye de comprendre ça un peu au niveau d'un organisme bien précis, pas seulement, on essaye aussi de voir comment ça se retrouve dans d'autres organismes, tels que par exemple les eucaryotes supérieurs, les animaux, mais aussi bien sûr l'espèce humaine. Mais aussi essayer de comprendre comment peut-être tout ça, ça reflète aussi l'histoire du vivant et de retrouver des choses qui nous viennent de très loin. Et là, ça me permet de parler un peu, de revenir un peu à ce projet ici autour de regarder notre planète de loin ou de regarder au-delà de notre planète. Il y a deux choses que ça me suscite, à laquelle ça me fait penser. La première chose, c'est que notre planète, c'est une histoire et que clairement, on est tous avec le sentiment qu'on est à un moment charnière de l'histoire de notre planète. C'est un moment non seulement où on commence à découvrir ce qui se passe en dehors, ou même certains expriment parfois le rêve que peut-être on pourra aller coloniser d'autres planètes un jour, mais que de l'autre côté, en même temps, on a le sentiment qu'on commence à être un moment où cette planète ici commence à être peut-être pour certains un peu petite, on la connaît bien, pour d'autres, clairement, on est en train de l'envahir et on est en train de la modifier très profondément. Et je pense que c'est ce problème de la modification fondamentale de la planète, en fait, la vie l'a vécu de nombreuses fois. Et donc, ce qui serait très intéressant, c'est de s'intéresser, et je pense que beaucoup de ce que font beaucoup de biologistes maintenant, s'intéresser à qu'est-ce qui s'est passé à d'autres époques où justement la vie a complètement et profondément changé la planète. Comment est-ce que la vie a pu réinventer la planète, réinventer la Terre pour la rendre vivable et pour la faire ce qu'elle est aujourd'hui, qui est un paradis. Au début, c'était un autre paradis. Et là, il y a une chose que je pense on n'est pas conscient. La vie a inventé à un moment l'ADN pour stocker l'information. Et dans une molécule qui est stable, qui est très stable, qui peut survivre très longtemps. Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'en faisant ça, on a fait à peu près la même chose que quand on a inventé le sac en plastique, c'est-à-dire qu'on a inventé des molécules, des structures qui ne périssent que très 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 lentement. Et donc on a commencé à créer une pollution absolument énorme. Et en fait, quand on regarde par exemple 1 litre d'eau de mer, ça contient des milligrammes ou des microgrammes d'ADN, ça contient de l'ADN de milliards de virus et d'espèces de virus différents, ça contient de l'ADN de tomates, ça contient de l'ADN humain, ça contient de l'ADN de bactéries, ça contient toutes sortes d'ADN de toutes sortes en permanence et il a fallu, quand la vie a inventé l'ADN, elle a probablement été confrontée exactement à cette pollution de cet ADN. Il a fallu que la vie apprenne à se protéger de sa propre pollution. Et on découvre de plus en plus qu'il y a de nombreux mécanismes qui ont été développés par toutes les lignées du vivant pour individualiser mon ADN, son ADN, le génome de l'organisme en question et le protéger de cette pollution par l'ADN, de ce bruit qui est apporté par l'ADN d'ailleurs.
Et ça a été probablement une révolution fondamentale qui a complètement changé la planète, qui a amené, qui est probablement l'origine de ce qui a amené les eucaryotes comme nous, les animaux, les champignons, les plantes, ou les bactéries qui ont fait d'autres choix pour se protéger. Ça a été un moment fondamental, fondateur, et je pense qu'il faut penser l'époque qu'on est en train de traverser comme quelque chose de similaire, quelque chose qui est probablement fondamentalement une époque novatrice, où il se passe énormément de choses, où on est confronté à de nombreux défis, mais ces défis vont probablement jouer un rôle important, et pas seulement négatif, mais sur l'avenir de notre planète, si on s'y prend bien.